bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le sommaire de l'émission. Dans une demi-heure, notre grand entretien. Nous recevons ce soir le professeur Didier Sicard, spécialiste des maladies infectieuses. Nous reviendrons avec lui sur ces foyers de contamination qui apparaissent dans différents coins de la planète pendant que l'Europe allège ses protocoles sanitaires et rouvre ses frontières. L'Inde, l'Iran, la Chine et les États-Unis montrent des signes inquiétants. Des dizaines, parfois des centaines de cas de Covid recensés par endroits. Assiste-t-on au scénario tant redouté de la deuxième vague? Comment anticiper sans tomber dans la psychose? #ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons également en salle des conférences pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Ce sera à votre micro, Alexandre Poussard. Et oui, Rebecca, et puis cet après-midi, le Conseil constitutionnel a retoqué la loi Avia contre les contenus haineux sur Internet. Les sages du Conseil avaient été saisis par les sénateurs sur des atteintes à la liberté d'expression. On verra donc la réaction du sénateur socialiste Jean-Yves Lecomte à cette décision. Le cœur du dispositif de la loi Avia retoqué par le Conseil constitutionnel, c'est une petite bombe dans le monde juridique. Ce sera effectivement l'un des thèmes de notre match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Jean-Pierre Mignard et Anne Levade. Nous reviendrons aussi avec eux sur les questions soulevées par les violences de Dijon. Beaucoup de responsables politiques demandent l'expulsion des demandeurs d'asile et des réfugiés tchétchènes impliqués dans ces affrontements et plus généralement l'expulsion des étrangers dits délinquants. Avant de savoir ce que dit vraiment le droit français et comment il peut évoluer, le point sur les réactions, c'est avec Quentin Calmet. Signe de l'émotion suscitée par les violences au Grésil, l'enquête avance vite. Aujourd'hui, 6 membres de la communauté tchétchène ont été placés en garde à vue dans plusieurs grandes villes de France. Les chefs d'accusation retenus par le procureur de Dijon sont graves: tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et participation à un groupement armé. Très très beau. Merci. Ça se réarme. Dès l'apparition de ces vidéos sur les chaînes d'information, le débat s'est aussi focalisé sur le fait que certains de ces délinquants n'étaient pas français. L'Élysée a fait savoir dès mardi que si des étrangers sont impliqués dans des troubles à l'ordre public, nous examinerons systématiquement, dans le respect des procédures administratives et le cas échéant judiciaire, la possibilité de les expulser. Une déclaration qui a fait réagir mercredi Bruno Retailleau. Quand le chef de l'État, en réalité, dit que, en tout cas l'Élysée, dit que ces gens-là, les réfugiés qui ont commis des fautes, seraient expulsés, c'est faux. Parce que pour expulser des réfugiés en France, il faut des condamnations très graves. Il faut que, par exemple, on ait atteint la sûreté de l'État, par exemple pour le terrorisme, ou qu'on ait écopé d'une peine ferme de prison de 10 années. Donc il y a très peu d'expulsions. Le patron des sénateurs LR entend ainsi déposer une proposition de loi afin de faciliter l'expulsion des étrangers délinquants. Une idée rejetée à gauche. Stop à l'hystérisation du débat public, dit la sénatrice écologiste Esther Benbassa. Ça me rappelle la période où nous avons parlé d'échéance de nationalité, de la double peine, et ça revient, c'est une sorte de boomerang. Les étrangers qui commettent des délits, il faut, comme tous les citoyens français, résidents, les punir. C'est quoi les renvoyer chez eux? Mais enfin, c'est quoi renvoyer les gens chez eux? Aujourd'hui, le calme est revenu au Grésil, mais le débat sur les expulsions des étrangers ne fait lui que commencer. Allons donc plus loin avec nos invités du match des idées. Anne Levade, bienvenue. Merci d'être avec nous, professeur de droit public, présidente de l'Association française de droit constitutionnel, et Jean-Pierre Mignard, bienvenue à vous également, avocat au barreau de Paris, cofondateur du think tank politique de la Terre. Bruno Retailleau veut proposer un durcissement de cette loi pour l'expulsion des étrangers délinquants. Jean-Pierre Mignard, je vous ai vu beaucoup réagir sur Twitter dans la journée sur ce point. Je vais commencer avec vous. Le droit français ne permet-il déjà pas cela? Si, bien évidemment. Un étranger, quel qu'il soit, et on peut poser la question particulière des réfugiés, qui posent en effet des questions. Oui, bien sûr. S'il commet des infractions sur le territoire, il est susceptible d'être poursuivi. D'ailleurs, s'il commet des infractions, il doit être poursuivi. Et s'il est condamné, en effet, il est tout à fait possible, logiquement, qu'il soit expulsé du territoire. Mais Bruno Retailleau dit pour des faits très graves. Oui, non pas seulement pour des faits très graves. Là, il se pose la question plus particulière de personnes qui seraient demandeurs d'asile. C'est ça la question qui se pose. Soyons très précis. Alors, est-ce qu'un demandeur d'asile bénéficierait d'une immunité qui l'amènerait à ne jamais devoir être condamné sur le territoire français pour des infractions qu'il commet? Non, absolument pas.
il est susceptible d'être condamné. Et s'il a commis et si les faits sont avérés, il le sera. Est-ce qu'il peut être expulsé? Oui, dans certaines conditions que prévoient les textes. Pourquoi? Parce que si il est demandeur d'asile, d'une part, ça signifie qu'il a été persécuté, en tout cas qu'il allègue de persécution dans son pays. Donc, il ne faut pas que la mesure d'expulsion amène directement ou indirectement le pays qui persécute à recevoir l'auteur des faits condamnés. Donc il y a des précautions qui sont à prendre, et même les textes prévoient que si par impossible on ne peut pas l'expulser, parce que peut-être qu'ailleurs aucun autre État ne voudrait l'accueillir, dans ces conditions, il doit être soumis à une mesure de restriction de liberté extrêmement importante. C'est peut-être ça qu'il faut voir, mais bien sûr qu'il peut être condamné, et bien sûr qu'il peut être envoyé. Anne Levade, vous êtes d'accord, ça existe déjà dans le droit français. Il n'y a pas besoin de le durcir parce qu'on voit bien qu'on est là dans une question aussi presque morale, des gens qui viendraient porter atteinte à l'ordre public sur notre territoire alors qu'ils demandent à y rester. Il y a quelque chose de paradoxal, effectivement. Oui, alors moi j'ai surtout le sentiment qu'on est, comme beaucoup ces derniers temps, dans la réaction à quelque chose sur la base, j'allais dire, d'informations qui sont données. Moi je ne connais pas la situation juridique individuelle de chacun de ceux qui manifestement ont été interpellés ces dernières heures. Il est probable que certains aient la nationalité française, que d'autres soient des étrangers, et que parmi les étrangers, il y ait, si j'ose dire, l'étranger ordinaire, celui qui n'a pas de statut particulier, celui qui bénéficie d'une protection particulière parce qu'il a le statut de réfugié, c'est-à-dire qu'on lui a octroyé le droit d'asile, et puis l'entre-deux, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait la demande, qui, comme le disait très bien Jean-Pierre, a allégué de persécution, menace pour sa vie, sa dignité, etc., et qui est en attente de la réponse. Dans tous les cas, quand des faits de la nature de ceux qu'on a visualisés sont commis, on n'imagine pas une seule seconde que la réponse ce soit de regarder et de ne rien faire. Donc il faut engager des poursuites pénales, et ça, quelle que soit la situation, ça n'y change rien. Après, les conditions dans lesquelles on peut expulser quelqu'un, là encore, il faut faire attention. La formule telle qu'elle a été relayée tout à l'heure dans le reportage faisait état de « en tenant compte des procédures administratives et le cas échéant judiciaire ». Parce que effectivement, lorsque l'on traite du droit des étrangers, il y a deux dimensions. Il y a les mesures administratives qui sont prises par l'autorité préfectorale, et puis il y a les hypothèses dans lesquelles il y a des infractions commises où le juge pénal est saisi. Et dans ce cas-là, y compris la sanction pénale peut être assortie d'une mesure d'expulsion. Donc, dire qu'aujourd'hui il n'y a rien, c'est faux. Bien sûr que les réfugiés bénéficient d'un régime de protection, puisqu'on leur a accordé cette protection particulière par rapport aux étrangers qui ne sont pas réfugiés. Pour autant, ça ne leur accorde pas un droit à violer la loi et en particulier mettre en péril l'ordre public. Donc j'entends bien qu'il n'y a pas rien dans le droit français. Pour autant, certains disent que la France est un pays laxiste concernant ce qu'on appelle les délinquants étrangers. C'est faux. C'est autre chose. Là, nous ne sommes plus effectivement dans le cadre des demandeurs d'asile, parce que moi j'avais bien compris qu'il s'agissait dans un premier temps sur les demandes Alors des étrangers demandeurs d'asile. Alors élargissons. Les étrangers, il y a un nombre régulier d'expulsions chaque année. Ce nombre est globalement identique, et il est procédé à des expulsions d'étrangers. Ça, sur ce point, lorsque les avions circulaient, les personnels le savaient très bien. Donc, pas de laxisme et aucun problème de faisabilité. Non, il n'y a pas. Toujours la question de l'expulsion, c'est qu'il faut qu'il y ait un pays d'accueil. C'est bien gentil, mais enfin, si un pays ne veut pas accueillir, qu'est-ce que l'on fait de l'étranger? On va le laisser au milieu de la mer ou à un poste frontière en disant « maintenant, débrouillez-vous ». Alors, qu'est-ce que l'on fait? On le renvoie dans son pays, sauf dans les circonstances où, dans son pays, il prendrait des risques qui seraient, par exemple, pour des faits qui auraient été commis à la fois, justiciables à la fois en France et dans un autre pays, de la peine de mort, par exemple, puisque la France est abolitionniste. Alors, ça, c'est en matière d'extradition, on demande toujours des réserves. Mais pour l'expulsion, la question est toujours une question très très pratique, d'opportunité, mais le principe est respecté. Et puis d'ailleurs, comment empêcher qu'un pays exerce ses prérogatives en matière d'ordre public, c'est sa souveraineté. Le principe n'est pas du tout choquant, bien au contraire. Il faudra voir ensuite comment il s'apprécie au cas par cas. C'est pour ça qu'il faut éviter quand même des sujets trop je ne dis pas polémique, mais épidermique, on dit très vite, on tient très vite des propos faciles sur un sujet où c'est toujours un casse-tête pour l'administration préfectorale et pas facile pour les juges. Je parlais d'un problème de faisabilité, juste pour reprendre aussi ce que disait Bruno Retailleau, qui prenait l'exemple de l'imam de Gonesse, de multiples fois inquiété pour des problèmes de propos à caractère terroriste et qui était censé être expulsé, qui ne l'a jamais été.
Oui, alors là, on retombe encore sur une problématique, j'allais dire, différente. D'abord, qui est la question de la qualification des propos. Ça va nous amener sans doute à la décision du Conseil constitutionnel du jour. Parce que là, on est sur un terrain, j'allais dire, beaucoup plus sensible en termes d'appréciation, au sens plus délicat que quand il s'agit de fracasser des voitures ou de se promener avec des kalachnikovs dans la rue. Et deuxième registre, il y a effectivement le problème, Jean-Pierre le rappelait, du fait que l'expulsion, c'est pas remettre quelqu'un de l'autre côté de la frontière sans destination. Et que donc, effectivement, d'ailleurs ça a été dit par de nombreux chefs d'État à chaque fois que le problème se pose, parce que ça n'est pas la première fois qu'on évoque la question de l'expulsion des étrangers délinquants ou d'ailleurs en situation irrégulière, parce que ça n'est pas uniquement un problème de droit pénal, c'est qu'effectivement, il ne s'agit pas de mettre quelqu'un derrière un point et de lui dire « débrouille-toi ». Il faut effectivement qu'il ait un terrain d'accueil. Alors, pardon, Anne dit une chose très juste. Étrangers en situation irrégulière, il y a beaucoup d'étrangers qui se trouvent dans cette situation qui est susceptible d'entraîner des poursuites sur le plan pénal. Et là, sur ce point, en effet, les juges peuvent faire... montrent en effet d'appréciations qui apparaîtront peut-être laxistes aux yeux de Bruno Retailleau. Mais par exemple, le Conseil constitutionnel, lors d'une affaire intéressante où une personne, c'était je crois un agriculteur des Alpes-Maritimes, aidait beaucoup des étrangers à passer la frontière en situation irrégulière, eh bien le Conseil constitutionnel fait valoir le principe de fraternité comme devant être pas pour les faire entrer, mais pour éventuellement les aider à des fins humanitaires une fois qu'ils sont sur le territoire. Il revient quand même à reconnaître. Vous voyez, attention, l'étranger en situation régulière, c'est pas quand même l'étranger qui fait ses loopings là. C'est bizarre. Allez, on en vient à cette autre info absolument majeure, une info de la journée. Je parlais même d'une petite bombe dans l'univers juridique. Vous allez me dire si j'ai raison d'employer ce terme. Le Conseil constitutionnel censure le cœur du dispositif de la loi sur la haine en ligne, la loi Avia, qui a fait, j'imagine que vous le savez, couler énormément d'encre, considérée par beaucoup comme portant atteinte à la liberté d'expression. Je rappelle qu'elle prévoyait l'obligation pour les plateformes Internet de retirer sous 24 heures les contenus manifestement illicites. Au Sénat, beaucoup d'élus l'avaient contesté et même amendé. Écoutez ces quelques réactions recueillies tout à l'heure par Quentin Calmet. C'est une loi qui avait été faite dans l'urgence, sans qu'elle soit posée vraiment, et qui, au bout du bout, pour nous, était une atteinte à la liberté d'expression. Et c'est là-dessus que nous avons discuté, c'est là-dessus que nous avons combattu. Le gouvernement n'a pas voulu nous entendre, on avait apporté des choses, la CMP n'a pas été conclusive. Enfin voilà, le gouvernement a voulu absolument aller droit dans ce qu'il voulait faire, à l'encontre d'une liberté d'expression qui était menacée. Eh ben, le Conseil constitutionnel, dans sa sagesse, a retoqué cette loi qui tombe en fait. Cette loi, d'abord, elle n'aurait pas réussi à censurer la toile, parce que c'est quasiment impossible. C'est encore de la cosmétique. Et je préfère que le Conseil constitutionnel l'ait retoqué, parce que je me dis quand même qu'on est encore dans un pays démocratique et je m'en réjouis. Et avant d'aller en salle des conférences, je vous précise la réaction de Philippe Bas, président de la commission des lois au Sénat, sur Twitter tout à l'heure. Le Sénat avait prévenu, on fait trop souvent de mauvaises lois avec de bonnes intentions. Les plateformes ne doivent pas censurer la liberté d'expression. Sage décision du Conseil constitutionnel. Alexandre Poussard, je vous laisse la parole. Vous êtes en salle des conférences avec Jean-Yves Lecomte, membre de la commission des lois justement. Et oui, Jean-Yves Lecomte, est-ce que vous êtes d'accord avec le diagnostic de Philippe Bas? L'intention de cette loi Avia était bonne, mais le dispositif était mauvais. Ah, ça c'est clair que lutter contre le contenu haineux, on est tous d'accord sur ça par principe. Mais les dispositifs qui étaient dans la loi étaient attentatoires à la liberté d'expression. Et la manière avec laquelle cette loi a été votée, c'est-à-dire pendant la dernière lecture, pendant le confinement, et avec un certain nombre de cavaliers qui ont d'ailleurs été censurés, en plus du dispositif fondamental de la PPL par le Conseil constitutionnel, enfin, ça ne tenait pas. Et sur le fond, bien entendu, un dispositif où, alors que la haine est quand même un sentiment profondément subjectif, même si on voit bien ce que ça peut représenter, ne pas donner sa place au juge pour qualifier un contenu et finalement sous-traiter aux GAFAM la qualification d'une infraction ou d'un contenu haineux, c'est quand même très risqué.
Mais le problème, c'est qu'avec la viralité de ces contenus haineux, eh bien, il faut agir vite. Et cette loi prévoyait un retrait en moins de 24 heures. Le juge ne peut pas agir en moins de 24 heures. Le juge ne peut pas nécessairement agir en moins de 24 heures, mais le dispositif tel qu'il était obligeait, sans qualification par un juge des contenus haineux, les opérateurs à finalement censurer un certain nombre de prises de position sous réserve de sanctions par l'autorité administrative. C'était particulièrement risqué parce qu'en fait, tout le problème, c'est qu'il y aurait eu surcensure. Et que donc, en fait, à partir du moment où vous ne rentrez pas dans il y aurait eu on a eu tout un débat ici sur les algorithmes. Est-ce qu'il faut imposer une obligation de moyens, une obligation de résultats? Nous, on était pour plutôt demander une obligation de moyens. Parce qu'une obligation de moyens, on peut l'exiger. Si les moyens sont transparents, ils ont développé les moyens, et effectivement, on regarde si les contenus sont bien filtrés. Très bien. Donc d'abord une obligation de moyens avant une obligation de résultats. Merci beaucoup Jean-Yves Lecomte pour votre intervention. Merci beaucoup Alexandre Anne-Levade. Ça a été une surprise pour vous, cette censure du Conseil constitutionnel? Alors, pas vraiment. Ce qui évidemment est impressionnant quand on lit la décision, c'est notamment à la fin de la décision, le nombre d'articles qui se trouvent déclarés contraires à la Constitution. Il faut comprendre pourquoi il y en a autant, c'est que ces articles sont imbriqués les uns dans les autres et que dès lors que l'article premier, les premiers articles qui fondent la règle que les autres mettent en œuvre est déclaré contraire à la Constitution, évidemment, et d'ailleurs le Conseil le dit à plusieurs reprises, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens, cette disposition est contraire à la Constitution. Alors, sur le fond, pourquoi c'est pas surprenant ? Parce que, effectivement, c'est indiscutablement, quoi qu'on pense après des propos en question, indiscutablement une atteinte à la liberté d'expression que de dire que quelque chose qui a été publié est retiré immédiatement par quelqu'un. Et je dis volontairement quelqu'un. Ou quelque chose. Ou quelque chose. Et donc, le Conseil constitutionnel le dit très clairement, aujourd'hui les choses ont évolué, donc Internet et les réseaux sociaux sont une voie de la liberté d'expression au sens de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui pourtant n'avait imaginé les choses que sous forme bien sûr d'écrit. En même temps, et ça aussi il ne faut pas l'oublier, le Conseil constitutionnel dit d'une manière assez inhabituelle que les objectifs poursuivis par le législateur sont légitimes. C'est-à-dire qu'il prend le temps de dire qu'il y a bien abus de droit lorsque, au nom de la liberté d'expression, on publie des propos haineux. Ce sont les bonnes intentions dont parle Philippe Bas. Donc il valide tout ça. En revanche, ce qu'il nous dit, c'est que les moyens ne sont ni adaptés, ni nécessaires, ni proportionnés. C'est-à-dire que ça va trop vite et surtout, il n'y a pas de juge. Et que dans un cadre comme celui-là, si on compare par exemple avec la loi sur les fake news, eh bien la différence réside essentiellement dans l'absence d'intervention du juge qui reste le garant du respect des libertés. Mais comme le disait très justement Alexandre Poussard dans son interview, un juge ne peut pas prendre de décision en moins de 24 heures. Oui, c'est exact. D'ailleurs, je pense que l'idée de la loi Avia, c'était une inspiration qui venait vraiment du droit américain, et notamment du DMCA. C'est comme ça d'ailleurs que les Américains ont commencé à légiférer sur Internet, prenant acte de ce qui était impossible pour les juges et pour la police même d'intervenir. Donc on a fait des hébergeurs, on a fait les gardiens. De quoi? D'abord du droit de propriété. C'était notamment du droit moral, du droit intellectuel, et pour éviter notamment les abus de copyright. Donc, au bout de 14 jours seulement, un juge pouvait être saisi et intervenir sur une précipitation ou un conflit élevé à la décision d'un hébergeur. Alors l'idée est là, l'idée de la sous-traitance est exacte. C'est exactement ça. C'est pas vraiment notre... Alors ça, c'est pas du tout notre habitude sur ces questions-là. Et je dois dire que c'était quand même très, très, très téméraire d'avoir pris cette loi. Maintenant, elle avait pourtant pris le temps, je parle de la députée Laetitia Avia, elle avait pourtant pris le temps pour la travailler, cette loi, mais pour l'élaborer. Je pense que c'était quand même aller beaucoup trop loin sur une question qui touche directement la liberté. Allons plus loin. Finalement, sans remettre à Twitter, pour contrôler.
en quoi sont-ils juges et bons juges? On peut avoir des débats extrêmement violents. On parlait surtout d'algorithmes qui allaient censurer sur la base de dénonciations, Oui, alors, de nombre de dénonciations. Mais ça, les dénonciations, il y en a sans arrêt, vous comprenez, sur les réseaux. C'est bien ça qui est la question. Prenons un débat qui fait toujours polémique, qui est très fort. C'est le débat sur la Palestine, sur Israël. Il y a toujours des débats extrêmement violents. Et où, très rapidement, les injures, l'agressivité est très importante de part et d'autre. Mais nous avons là un sujet politique considérable, émotionnel considérable depuis longtemps. Est-ce qu'après tout, le Twitter est apte à apprécier ce qui relève d'un débat passionné de ce qui relève de la haine? C'est très compliqué et on pourrait multiplier les la exemples haine à ce et sujet. les propos haineux, antisémites, homophobes sont un délit. Oui, mais... c'est relativement facile aussi à identifier, non? Oui, mais la question, c'est précisément de ne pas... C'est qui a autorité pour le dire et le décider? Voilà le débat qui est mené. Mais dans ce cas, alors allons plus loin. Je laisse tout de suite la parole à Anne. Alors dans ce cas-là, considérons que les dirigeants, par exemple, de Twitter, c'est comme un journal, alors, et ils auraient une responsabilité éditoriale, et un directeur de publication peut toujours dire « je ne vous passe pas ce papier » ou « je prends toute précaution dans sa publication ». Alors allons jusque-là. Je pense que d'ailleurs, c'est la question même du statut des réseaux qui se pose en arrière et qui n'est toujours pas résolu par nous, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est la rue? Est-ce que c'est une publication? Est-ce qu'on peut tout dire? Et est-ce qu'il n'y a que le juge qui peut intervenir pour dire sans doute oui. Parce qu'il connaît la loi. Parce que le Conseil dit oui, parce que ce qu'a disait Anne tout à l'heure. Mais il laissera une vidéo, par exemple, d'Alain Soral circuler pendant des semaines et des jours et potentiellement avoir 2 millions de vues des propos antisémites, par exemple. Mais vous avez, alors bien sûr, vous avez parfaitement raison, et c'est tout le défi en réalité qu'entendait relever ce texte, mais qui en fait est un défi qui est posé à notre manière de fonctionner et à notre manière de concevoir le droit. Et malheureusement, je ne suis pas sûre que l'on puisse le relever. Je m'explique. Vous disiez des propos antisémites ou à caractère raciste ou homophobe sont susceptibles de poursuite. Bien sûr, mais pas en 24 heures. Jamais vous n'aurez un juge qui va prononcer la sanction à l'égard de quelqu'un qui a prononcé de tels propos en 24 heures. Donc on est pris de court par les réseaux sociaux. D'ailleurs, jamais personne. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est évidemment, 1, l'immédiateté, et 2, la viralité. Ça se diffuse à toute vitesse. Je vais prendre un exemple volontairement très décalé, mais qui pose le même type de question. Vous savez qu'il y a toujours le débat sur est-ce qu'il faut laisser diffuser ou pas des sondages quelques heures avant une élection présidentielle. Mais le problème est de même nature. Dès lors que sur Internet, vous pouvez aller voir les sondages qui sont faits par des voisins, interdire le sondage en France, c'est un peu illusoire. Donc Internet pose des problèmes qui sont liés à sa nature, et évidemment les réseaux sociaux, etc. Mais ce n'est pas au droit de s'adapter, justement, à la loi de s'adapter à ça, mais à cette nouvelle temporalité. Je suis d'accord, mais est-ce que pour autant on doit remettre en cause nos principes? Ça, c'est une vraie question. Parce que parfois, au nom de réformes qui apparaissent à caractère technique, on en vient à imaginer de remettre en cause nos fondamentaux. Et donc la question, c'est est-ce qu'il est plus grave de risquer une censure intempestive, parce que même le système de responsabilité des hébergeurs, finalement, il fait courir un risque qui est que l'hébergeur, plutôt que de prendre le risque d'être mis en cause, va dire moi je diffuse plus rien à part des images de papillons et de roseraies. Et donc, vous voyez bien que ça pose un vrai problème en termes de jusqu'à de provoquer une d'expression. autocensure de l'internaute. Ça, c'est bien sûr. Par ailleurs, bien sûr. qui n'est pas forcément très saine non plus à d'autres égards. Et donc, voilà, est-ce qu'il vaut mieux ça ou est-ce qu'il vaut mieux prendre acte du fait que oui, le droit prend du temps. Alors, est une autre question le fait de savoir si parfois, et les exemples sont nombreux, le droit prend trop de temps et le juge prend trop de temps. Mais que l'on prenne le temps de réfléchir et d'apprécier les propos, ça ne me semble pas complètement déraisonnable. Il faut apprécier aussi si, par exemple, il faudrait tout revoir d'ailleurs, parce que je pense que les intentions ne sont pas du tout scandaleuses, les intentions de la loi. Il faudrait tout revoir. D'abord, premièrement, on a affaire à des réseaux qui sont de tradition de droit américain. Sur ce point, pour tout ce qui est offense aux personnes, diffamation, injure, haine, le droit américain est beaucoup plus ouvert que ne l'est le nôtre. Très vite, l'atteinte à la liberté d'expression est constituée en droit américain. Donc c'est la première des choses. La deuxième, c'est il faut trouver la technique appropriée. La technique appropriée, c'est certainement effectivement de considérer à terme les opérateurs des réseaux comme étant
d'une certaine manière responsables d'une politique éditoriale et les mettre en état de... Ce qui veut dire ensuite que s'ils n'assument pas leurs responsabilités, il faut être en mesure de pouvoir leur demander des comptes sur le plan du droit, ce qui est compliqué. Mais on ne peut pas, à terme, en effet, laisser les choses comme elles se déroulent sur Internet. Mais la loi aura mérité... peut-être que le Conseil constitutionnel demandera effectivement qu'on y revienne, si tant est qu'il le faut. Et nous y reviendrons, nous aussi, évidemment, dans un prochain match d'idées juridiques, parce que c'est un point il y a quand même des violences incroyables qui se donnent libre cours. Un autre point sur lequel j'aimerais votre analyse de juriste ce soir, c'est la sortie de l'état d'urgence sanitaire voté en première lecture à l'Assemblée nationale hier, qui va arriver au Sénat ce lundi. Ce qui pose question, c'est la période dite de vigilance pendant laquelle des restrictions resteront possible. Des mesures qui, si j'ai bien compris, mais vous allez me dire si j'ai bien compris, ne vont pas entrer dans le droit commun, mais qui seront entre les mains du seul Premier ministre. Pour Philippe Bas, président de la Commission des lois, vous le savez maintenant, ce n'est pas net. Ou bien on sort de l'état d'urgence, et alors on en sort vraiment, ou bien on y reste, mais alors il faut le dire. Et donc je vais chercher le moyen de permettre au pouvoir public de prendre les mesures qui sont encore nécessaires, mais je ne vais pas proposer au Sénat d'adopter tel quel un texte qui est profondément ambigu. C'est un état d'urgence non pas permanent, mais de 4 mois qui ne dit pas son nom. Un état d'urgence qui ne dit pas son nom, Anne Levade. Alors on peut dire oui et on peut dire non. Par exemple, il n'est pas possible, a priori, en tout cas dans ma compréhension, sur le fondement de ce texte, s'il était voté tel quel définitivement, de rétablir un confinement général. En revanche, ce qui est prévu par le texte, c'est la possibilité à titre transitoire, parce que soyons honnêtes, personne ne sait de quoi demain sera fait, c'est évidemment de pouvoir ponctuellement rétablir des mesures restrictives, mais circonscrites, des libertés, notamment parce qu'on découvrirait un cluster, un risque particulier, etc. Et j'ai bien compris, ce pouvoir serait donné, pouvoir exceptionnel donné à Édouard Philippe. Voilà, on est sur une compétence du Premier ministre et on est surtout sur une période limitée. Ce qui après peut, à juste titre, en tout cas s'il cherche la petite bête, alerter les sénateurs, c'est que par ailleurs, dans le même texte, il est prévu la prolongation d'un autre dispositif qui avait été conçu comme à temps limité, qui est la conservation des données dans le cadre de l'application Stop Covid. Et donc, il y a une petite ambiguïté, c'est-à-dire que d'un côté, cette application a été acceptée par les parlementaires au motif que les données étaient conservées sur une période très limitée, et à l'occasion d'un texte de sortie de l'état d'urgence sanitaire, on explique que finalement, on va rallonger la période, alors que ça n'a pas été dit initialement. Et donc, peut-être le sentiment des parlementaires, peut-être qu'on essaie de leur faire le même coup, si j'ose dire, sur les autres dispositions. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas, me semble-t-il... Moi, je trouve très louable que le gouvernement décide de sortir le 10 juillet de l'état d'urgence sanitaire. Voilà, quand même, il faut le dire, première chose. Et après, il est difficilement imaginable que l'on dise on fait absolument comme si rien ne s'était passé et on ne garde aucune possibilité de réintervenir, sauf à devoir recommencer complètement ce qu'on a fait au mois de mars. Donc une période de transition absolument nécessaire. Oui, c'est une période de transition. Écoutez, moi je trouve que quelquefois il n'y a pas eu suffisamment de précautions de prise avant. Confinement, je trouve qu'on était trop optimiste. Et donc, voire trop arrogant. Oui, surtout quand le droit constitutionnel. Oui, puis la Constitution prévoit un principe de précaution. Est-ce que ce principe de précaution avait été en matière environnementale? Oui, mais enfin, bon, d'accord, mais enfin, il va falloir un jour que la question sanitaire nous rapproche, parce que maintenant, elle a frappé à la porte. Bon, si on l'interprète exactement, le principe. Oui, non, mais on ne va pas ouvrir ce débat-là. C'est quand même un esprit qui est maintenant dans la Constitution avec le principe de précaution, et puis c'est une méthode de bonne gouvernance. Bon, là, que le Premier ministre veuille conserver un certain nombre de moyens pour faire face à une situation dont on ne sait pas si elle ne peut pas empirer soudain, franchement, je crois que ce ne serait pas un bon procès. Quant aux données, effectivement, et à Stop Covid, on conserve, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près 1,7 million personnes qui ont chargé leur application. S'il y avait malheureusement des retours partiels de l'épidémie, c'est vrai que cela pourrait se révéler utile. Donc, un certain seuil, je veux dire, on est quand même dans une société démocratique. À un certain seuil, il faut quand même faire confiance. Et le Parlement est vigilant, et il y aura les juges. Je veux dire, là, ce que je dis n'est plus juridique, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans le droit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même se dire qu'on est dans un contrat d'adhésion à ce que fait l'autre,
en ne le soupçonnant pas de vouloir morceler les libertés, y porter atteinte. Et un mot de la Guyane et de Mayotte, dont l'état d'urgence est prolongé. C'est constitutionnel, ça on arrête l'état d'urgence dans 90% du pays et les 10% restants, non? Alors, ça ne pose aucun problème. L'état d'urgence, si on prend l'état d'urgence, loi de 55, ancienne formule avant les attentats, avant les problèmes sanitaires, n'a pas, et d'ailleurs c'est en 2015 qu'on l'a fait pour la première fois, n'a pas à être appliqué sur l'ensemble du territoire. D'accord. Au contraire, l'état d'urgence a même vocation à résoudre une situation locale. Et donc, décider que la situation sanitaire en Guyane ou à Mayotte justifie le maintien de l'état d'urgence n'est pas en soi un problème. Prolongé jusqu'au 30 octobre inclus. Oui, ça me semble là encore tout à fait justifié. Oui. Un autre débat s'est ouvert ou rouvert ces derniers jours, celui sur les statistiques ethniques. C'est Sibeth Ndiaye qui a jeté un pavé dans la mare dans une tribune au Monde il y a quelques jours. Nous payons aujourd'hui l'effacement de l'universalisme républicain, écrit la porte-parole du gouvernement. Ce débat sur les statistiques, elle veut le rouvrir, je la cite toujours, de manière apaisée. Pour Didier Guillaume, invité de Bonjour chez vous ce matin, c'est simplement hors de question. Le débat est apaisé sur ce sujet, c'est antinomique. Il ne peut pas y avoir de débat apaisé, malheureusement. Je ne pense pas qu'il faille ouvrir ce débat maintenant. Maintenant, il faut que nous soyons fermes sur ce que nous sommes. La République française, elle est une et indivisible. Elle n'est pas composée de communautés. Alors, débat apaisé, peut-être pas, mais de toute façon, est-ce que la loi le permet? Est-ce que le droit le permet? Non, pour l'instant, non. Même si, là encore, vous savez, si on parle toujours en droit, on va avoir quand même beaucoup de difficultés. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'ils sont ennuyeux, parce que c'est pas de ça dont il s'agit. C'est passionnant, le droit. Bien sûr, mais il faut voir aussi ce que le buisson du droit, l'arbre du droit peut cacher, ou le buisson du droit peut cacher de la forêt. La question, elle est sur est-ce qu'il y a des discriminations qui tiennent, je veux dire, concernant des Français dont l'origine peut être africaine ou d'ailleurs. C'était bien ça la question. Et d'apprécier si, notamment en termes de santé, en termes de travail, il y a des discriminations qui tiennent à son origine. Voilà pourquoi se pose la question de l'utilité de statistiques ethniques, pour en avoir la preuve, la certitude, et mettre tout ça dans le débat public. Cette question, ces discriminations-là existent, oui. Oui, mais bien sûr qu'elles existent. Évidemment qu'elles existent. Alors, est-ce que nous avons besoin des statistiques pour se le prouver? Je ne crois pas. C'est pour ça qu'il faut faire quand même très attention. Et je ne sais pas. On sait très bien ce qui existe. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Une administration qui soit statistique de ce que nous savons très bien. La deuxième chose, la réponse sur l'universalisme n'est pas plus convaincante. On ne peut pas non plus parler de l'universalisme républicain comme on suit une procession de la fête Dieu. Ce n'est pas le sujet. L'universalisme, c'est un principe qui doit être concret, qui doit s'incarner. L'universalisme, il faut le faire vivre. Il ne faut pas être un dévot de l'universalisme. Il faut s'en faire comme un concept qui doit précisément être un objectif, une contrainte, un devoir que nous nous fixons de maintenir, de rétablir des droits, y compris peut-être d'ailleurs par des mesures qui peuvent être effectivement des mesures de discrimination positive, comme les États-Unis l'ont pris. Mais nous savons très bien, sur le plan des ethniques, sur le plan des origines, on sait déjà tout ce qu'il faut savoir. Pas besoin de statistiques ethniques. Et de toute façon, pour l'instant, c'est complètement interdit par le droit français. Alors, je remets une petite dose de droit. Je vous sens anxieuse sur le sujet. Ça a été tenté par le législateur. Ouais. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé. C'est de mémoire une décision de novembre 2007. Et le Conseil a dit, sans surprise, que les statistiques ethniques, donc tout traitement d'informations sur une base des origines, etc., était contraire à la Constitution. Pourquoi? Parce que l'article 1er interdit à la loi de faire des différences sur la base des origines, de la race ou de la religion. Deuxième élément, j'entends bien ce que vient de dire Jean-Pierre sur l'universalisme. C'est un peu l'exemple de ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça a l'air d'un débat technique, c'est-à-dire que les statistiques ethniques, ça a l'air d'être juste un petit problème de comment on calcule. Mais c'est un débat de fond qui renvoie à deux modèles différents. Et je pense qu'ouvrir le débat sur les statistiques ethniques sans ouvrir le débat de fond n'a pas de sens. Deux modèles différents de la conception du rapport entre l'individu et l'État. Pourquoi? Nous avons en France un modèle qu'on appelle celui de l'égalité formelle, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, il n'y a pas d'intermédiaire entre le citoyen et l'État. C'est pour ça que la nation est une et indivisible, c'est pour ça que chaque citoyen bénéficie du principe d'égalité, et c'est pour ça que nul ne peut se revendiquer de l'appartenance à un groupe pour bénéficier d'un traitement particulier, dans un sens ou dans un autre, ni d'ailleurs pour expliquer qu'il est discriminé à raison de son appartenance à un groupe. Le modèle américain, c'est l'inverse. C'est l'égalité
matérielle. C'est-à-dire que les États-Unis se sont conçus sur un modèle qui veut, justement, par exemple, dans une carte d'identité aux États-Unis, on dit quelle est votre origine. Est-ce que vous êtes afro-américaine, caucasienne, hispanique? Et donc, par exemple, les États-Unis ont mis en place depuis très longtemps des politiques de quotas. C'est-à-dire que sur la base de l'origine, on va décider, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes de telle origine dans tel métier, par exemple les médias, aux États-Unis c'est un exemple très classique, d'imposer un quota d'afro-américains, d'hispaniques ou autres. Et donc, c'est, vous le voyez bien, une différence radicale de conception de ce qu'est l'individu, son rapport à l'État et la citoyenneté. Et on ne peut pas juste dire « Ah, il faudrait rouvrir le débat sur les statistiques ethniques ». Moi, je veux bien qu'on le rouvre, mais il faut être conscient que derrière, pourquoi a-t-il fallu réviser la Constitution pour introduire la parité? Parce que le sujet était le même. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel nous disait, quand on est électeur ou candidat, la question du sexe est indifférente. Un citoyen et une citoyenne, c'est la même chose. Un candidat et une candidate. Sauf qu'on a bien vu qu'il y avait un problème et qu'on était obligé de le rouvrir. C'est la même chose. Alors, donc, on a révisé la Constitution. Oui, voilà. Donc, si on veut faire les statistiques ethniques, il faut réviser la Constitution. Je ne dis pas, à titre personnel, je n'y suis pas favorable. Mais en revanche, ne disons pas, c'est... Voilà, ne lançons pas ça en l'air en disant il suffit d'eux, il n'y a qu'à le faire. Alors c'est peut-être effectivement une sorte de ballon d'essai qui a été lancé pour faire réagir, mais il ne faut pas non plus, encore une fois, que l'universalisme soit une sorte de manteau de Noé qui soit jeté sur un principe d'égalité qui, de manière très dogmatique, ferait que chacun ressemblerait à chacune et qu'il n'y aurait aucune distinction à faire. Ça, alors là, on rentrerait dans un système d'une grande hypocrisie et à terme d'une grande violence et qui amènerait encore plus de violence. Mais c'est aussi là-dessus que la France s'est construite. Donc il ne faut jamais l'oublier dans la compréhension des choses. C'est exact, mais pour des questions qui étaient des questions de classe sociale. L'égalité, c'était entre... Il y avait l'aristocratie, le clergé, pas uniquement contre les régionalismes, des villes, etc. Contre les régionalismes Pour affirmer un État unitaire. Là, c'est un peu distinct. C'est un peu distinct parce que d'ailleurs, en plus, c'est toujours une question que je pose. Et alors, et les métis, nous les mettons où? Mais ça vient de très loin. C'est pour ça que nous, on les met nulle part en France. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'on a quand même... À la fin, il y a des inconvénients à ce que nous disons sur notre système, qui peut être très hypocrite. Mais je pense qu'il pose moins de problèmes que n'en poserait un système de statistiques. Et on s'arrêtera là. Merci infiniment pour ce match des idées passionnant, un peu technique parfois, mais très très intéressant. Merci infiniment, on en avait besoin. La suite d'ALPL, c'est notre grand entretien. Nous recevons ce soir le professeur Didier Sicard, médecin spécialiste des maladies infectieuses. On va essayer de voir avec lui où en est le coronavirus. Malheureusement, les voyants repassent au rouge dans quelques endroits de la planète. On parle beaucoup de Pékin ces derniers jours, mais la Chine n'est pas la seule à être concernée. Il y a l'Iran, il y a l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et d'autres. La question centrale est celle-ci. S'agit-il de la deuxième vague qu'on redoute depuis le début? On va poser la question à notre invité après le tour du monde des points de contamination avec Fabien Recker. Un monde toujours en proie au virus. Comme le montre cette carte qui comptabilise en temps réel les cas actifs de Covid-19. Entre le 16 et le 17 juin, il y a eu 174 309 000 nouvelles contaminations et plus de 6 000 nouveaux décès dans le monde. Le virus circule encore très fortement dans certaines régions, notamment au Brésil. Le deuxième pays le plus touché derrière les États-Unis a enregistré plus de 32 000 cas supplémentaires en 24 heures et plus de 1 200 nouveaux décès. Autre pays qui enregistre une forte progression, l'Inde, plus de 12 000 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures. Avec un système de santé défaillant et une pauvreté à grande échelle, l'un de ses voisins du Sud asiatique peine à lutter contre l'épidémie. Mais tous les regards sont tournés vers la Chine. Après 2 mois sans aucun nouveau cas, l'épidémie repart à Pékin. 21 nouveaux malades confirmés en 24 heures et 158 cas depuis une semaine. La capitale chinoise, où certains quartiers ont été reconfinés et les écoles fermées jusqu'à nouvel ordre. Auditionné à l'Assemblée nationale, ce virologue, membre du conseil scientifique, voit dans la situation chinoise un avertissement. Ce que nous dit la Chine, c'est que ce n'est pas parce qu'on a eu une première vague qu'on ne peut pas en avoir une deuxième, même quand il fait chaud, même quand c'est l'été. Et que dans un contexte d'émergence, le virus, certes, il a une amplification qui joue en fonction de la saison, il diffuse moins bien l'été que l'hiver. Donc le risque de voir recirculer le virus de façon abondante l'été est moins important que pendant l'hiver. C'est probablement pour ça que l'hémisphère sud souffre actuellement d'une épidémie massive. C'est parce qu'ils sont en hiver et que c'est un effet d'amplification. En France, 64 clusters sont actuellement en cours d'investigation selon les données de Santé publique France. Preuve que malgré le déconfinement, le virus circule toujours.
Allons plus loin avec vous, professeur Didier Sicard. Merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes médecin, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, professeur émérite de médecine à l'Université Paris-Descartes, spécialiste des maladies infectieuses. Ces pays où le virus repart, est-ce que c'est la vie normale d'un virus, la circulation normale d'un virus qui va, qui vient, qui reprend, ou est-ce que c'est effectivement cette deuxième vague qu'on redoute? Non, je pense que ce n'est pas une deuxième vague. Il faut bien comprendre que lorsque le virus nous a surpris en janvier-février, en fait, il circulait depuis le mois de novembre, mais de façon complètement silencieuse, parce que le paradoxe de cette infection, c'est qu'il y a 2% de formes très graves, 50% de formes moyennement graves, un peu de fièvre, et 50% de formes totalement inapparentes. C'est-à-dire, autrement dit, quand des gens sont malades, on s'aperçoit que le bassin de personnes qui portent le virus est beaucoup plus important. Donc, dans cette histoire de Pékin, d'abord, il y a le traçage, on teste beaucoup plus. Et puis, c'est parti aussi d'un marché d'animaux mais énorme. Vous imaginez 140 hectares, c'est-à-dire 14 000 mètres carrés, c'est-à-dire 1,4 km d'étendue, de diamètre. Mais pour bien comprendre, parce qu'il n'y a pas que Pékin, je disais qu'il y avait l'Iran, le Bangladesh et d'autres pays, vous nous dites en fait que le virus était là, est toujours là, et c'est juste qu'il y a quelques formes graves qui apparaissent? Non, les formes graves sont 2 à 3%, mais lorsqu'elles apparaissent, le foyer qui est à la base, qui est souterrain à ces formes graves, il est considérable. Donc, on peut imaginer que lorsqu'on croit qu'il n'y a plus de cas, il y a toujours ces formes inapparentes qui continuent de circuler librement, et puis il suffit qu'ils se rassemblent pour, hop, il y a un foyer épidémique qui repart. Il faut bien comprendre qu'à l'opposé des autres épidémies où on repérait immédiatement les gens malades, là, on ne peut pas les repérer, sauf si on les teste. Donc, il faut tester des gens, donc il faut un testage massif. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une deuxième vague, si vous voulez. Ça veut dire simplement que maintenant que l'on teste, on s'aperçoit qu'il y a toujours une circulation du virus. En revanche, ce qu'on comprend peut-être à la lueur de tous ces cas dont on parle, c'est que la température, la chaleur n'a finalement aucun impact sur la circulation du virus. Ah si, probablement, si, parce que c'est pour ça qu'au Brésil, c'est la saison froide, donc par conséquent, on s'aperçoit qu'on pourrait imaginer qu'effectivement, mais c'est quand même une saison froide, en Amazonie, il ne fait pas tellement froid quand même. Les pays africains, le virus résiste moins en pays secs et chauds qu'en pays froids, où peut-être qu'il y a des cofacteurs qui apparaissent, microbiens, qui peuvent favoriser au fond, la gravité du virus. Mais tout ça, si vous voulez, on ignore énormément de choses. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Je ne le crois pas. Il va y avoir la persistance, ici et là, de foyers qui vont être repérés beaucoup plus facilement qu'ils ne l'étaient en janvier-février, parce que, au fond, immédiatement, il va y avoir un enfermement. En janvier-février, on s'intéressait aux personnes, aux 2%, mais les 98% qui restaient, elles transmettaient le virus. Par conséquent, l'épidémie se répandait. Même s'il y a la persistance du virus, on ne peut pas imaginer qu'avec une société actuellement beaucoup mieux préparée, il puisse y avoir une deuxième vague comme la première. Cela dit, ce que je comprends, c'est que donc la menace est là, elle est latente, elle plane au-dessus de nous, Européens, et nous, Français. Absolument, mais elle plane. Mais le fait que l'on puisse maintenant traquer le virus fait que dès qu'on repère une personne malade, immédiatement, on va chercher son environnement et repérer les personnes qui sont en bonne forme, mais qui ont manifestement la capacité de transmettre le virus. Donc, au fond, on a les capacités maintenant de repérage que nous n'avions pas au mois de janvier. Donc, pourquoi l'épidémie a été aussi dramatique? Parce qu'elle s'est répandue de façon complètement silencieuse. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et que nous n'avions pas les moyens de la repérer. On n'avait pas les moyens et on n'y pensait pas beaucoup, parce qu'on ne connaissait pas. On ne pensait pas que quelqu'un qui était en pleine forme, faisait de la gymnastique, était porteur du virus. Et donc, maintenant qu'on le sait, on s'aperçoit qu'il faut les traquer. Il y a un point, justement, dans cette riposte possible face au virus qui m'interpelle, c'est le fait que Pékin ait décidé de reconfiner sa population, en tout cas de lui interdire de quitter la ville, et de refermer ses écoles. Éclairez-nous, parce que nous, en France, ce qu'on a fini par comprendre, c'est que les écoles n'étaient pas des foyers de contamination importants. Et pourtant, on voit qu'à l'étranger,
on referme les écoles. Alors, on a du mal à comprendre. Non, mais quand il y a eu un foyer épidémique en province, ou j'en avais une dans un quartier de Paris, l'école est fermée autant que les autres. Il y a pas... Le problème, oui, mais nous, on a commencé par les fermer, les écoles. Et aujourd'hui, on apprend que finalement, c'est pas si utile que ça. Et Pékin commence par fermer les écoles aussi. Oui, parce qu'effectivement, les enfants ne sont pas malades, mais ils peuvent être transmetteurs. Il est légitime, quand il y a un foyer épidémique dans un village, qu'on ferme l'école, parce que l'école va permettre, même si les enfants ne sont pas malades, de transmettre le virus. Ça paraît logique. On va pas arrêter le confinement. On va arrêter le confinement général parce que, sous prétexte qu'en Dordogne, il y a eu une école qui a été touchée. Est-ce que l'Europe aurait tout intérêt à peut-être refermer ses frontières à l'allure de ce qui se passe à l'étranger en ce moment? En tout cas, est-ce que c'est un conseil qu'il faudrait donner aux autorités européennes? Mais les autorités européennes les ferment. On ne va pas avoir actuellement de Chinois ou d'Indiens ou de Sud-Américains qui débarquent. On l'a vu d'ailleurs récemment, des Colombiens ont apporté le virus dans une région du sud de la France. Mais on voit qu'on est dans une phase d'allègement des protocoles sanitaires un petit peu partout. Est-ce qu'on s'en sent? À mon avis, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je pense que les frontières devraient être fermées, sinon pas fermées, mais en une quarantaine pour tous les voyageurs qui viennent essentiellement d'Asie ou d'Amérique du Sud, voire d'Amérique du Nord. On voit l'Allemagne qui a annoncé, par exemple, hier, l'interdiction des grands rassemblements jusqu'au moins au mois de novembre. On sait que l'Allemagne avait bien anticipé l'arrivée du virus, qu'elle avait profité de l'avance dont elle disposait et que d'ailleurs ça a donné des résultats. Est-ce que la France devrait aussi saisir peut-être cette avance qu'elle a pour prendre de telles mesures, comme l'Allemagne qui est en train de le faire? Mais ça dépend quel rassemblement. Si vous voulez, si on prend un rassemblement dans un stade de football où les gens s'embrassent, sont à 40 cm les uns les autres, mais si vous avez un rassemblement, je sais pas, de plusieurs centaines de personnes qui sont écartées les unes des autres, le risque est quand même extrêmement minime. Et je vois mal comment on puisse interdire des rassemblements dans l'état actuel, ou même en Allemagne, où le virus circule quand même beaucoup moins. Donc je pense qu'il faut quand même pas avoir une vision perpétuellement sécuritaire, maximale. Il y a un moment où il faut savoir quand même prendre raison, mais avoir la capacité. Au fond, ce qui change tout, c'est que notre capacité de réponse et d'isolement des malades, et par conséquent de ceux qui l'ont rencontré, est beaucoup plus forte. Donc je pense qu'il faut quand même avoir une réponse a posteriori que d'avoir une réponse a priori sécuritaire. Alors, il y a la riposte au virus lorsqu'il est déjà là, mais il y a aussi, et vous insistez beaucoup là-dessus, la recherche sur l'origine du virus, la chaîne de contamination qui fait que le virus animal finit par se transmettre à l'homme. Cela n'attire pas assez notre attention, selon vous. Là encore, pour ce qui est de la Chine, c'est donc un marché de gros qui est soupçonné d'être la source des nouvelles contaminations. On parle là, on envoie quelques images d'un très grand marché qui approvisionne, vous l'avez dit, en fruits de mer, en fruits, en légumes. On n'entend pas parler pour le moment d'un marché d'animaux vivants. Mais évidemment, puisque c'est interdit. Vous n'allez pas voir la Chine qui va dire on a trouvé des pangolins, des chauves-souris. Et à partir du moment où c'est une culture de base, c'est une culture fondamentale, un peu comme pour nous le poulet ou le steak. À partir du moment où tous les citoyens achètent clandestinement des animaux, c'est pas cette vente d'animaux clandestine ne s'est pas arrêtée par miracle. Et quand les Chinois nous disent sur une planche des saumons de Norvège, non, enfin, ils nous prennent quand même. Des planches servant à découper du saumon de Norvège, absolument. Oui, c'est l'argument avancé. Pour une population extrêmement naïve. Ils ne peuvent pas avouer, ils l'ont interdit, mais tout ça est très souterrain, avec des sommes faramineuses qui se passent. Donc, comment pouvez-vous, sur un marché aussi gigantesque, c'est 5 fois Rungis, comment voulez-vous qu'on puisse contrôler chaque étal? Et donc, clandestinement, si, c'est l'hypothèse, je n'en sais rien, mais si c'est les mêmes chauves-souris, on peut imaginer que dans leurs conditions d'être entravés, de tousser, d'avoir d'urine, que le virus se reparte, et que s'il y a par hasard des pangolins aussi, et que les deux virus s'associent et donnent une chimère qui a été l'expression de notre virus. Donc pour vous, la Chine nous ment ou nous manipule un peu? Elle a commencé à dire qu'elle allait l'interdire, mais en même temps, le président dit la médecine traditionnelle doit continuer, c'est notre richesse. Et à partir du moment où les chauves-souris, les pangolins sont une base de médecine traditionnelle, on ne voit pas tellement comment une interdiction peut être respectée localement. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est étonnamment une hypocrisie
particulière. Vous parlez de la culture chinoise, c'est intéressant. On comprend bien que la Chine est au cœur de nombreuses accusations internationales, mais est-ce qu'effectivement on n'est pas face aux problèmes culturels profonds? Je voudrais juste vous citer José Frêche, qui est un spécialiste de la Chine, qui a été interrogé par Nos Soins sur Public Sénat, et il nous explique effectivement pourquoi certains Asiatiques sont si férus d'animaux sauvages et vivants. Et je le cite, « Il y a une tradition en Asie qui est de manger des animaux vivants ou qui viennent à peine d'être sacrifiés. Pour eux, c'est comme nourrir le souffle vital. Là-bas, on considère que chaque être humain est possesseur du souffle vital et que celui-ci peut se transmettre entre les espèces, en particulier d'un animal à l'homme. » Comment on lutte contre une culture ancestrale? Et on ne peut pas lutter. C'est exactement comme la drogue. On n'arrivera jamais à venir à bout de la marijuana ou de l'héroïne. Alors on doit accepter ces virus qui arrivent sur nous et qui... Non, mais on doit sans cesse ne pas être naïf et considérer que les travaux internationaux doivent travailler sur le port de ces virus par les chauves-souris. Il y a tout un travail fondamental, même s'il est fait en dehors de Chine. On peut le faire au Laos, on peut le faire au Vietnam, on peut le faire en Nouvelle-Calédonie, on peut le faire dans un tas d'endroits pour apporter du matériau de réflexion. Parce que si on compte sur les Chinois, je pense qu'on n'aura jamais... Le problème, l'embarras chinois, c'est que s'ils interdisent réellement, de façon absolument incarcérale, pénalisant le marché d'animaux sauvages, mais ça, la révolution en Chine. Parce que les Chinois, ils ne font pas le rapport. Pour eux, personne ne leur dit que c'est ça. Donc, ils continuent d'acheter ces animaux sauvages dans des étals absolument sordides, puisqu'ils sont clandestins. Donc, je suis frappé de voir que, au fond, même cause, mêmes effets. Mais c'est pas le saumon de Norvège sur une planche. Si vous voulez, il y a une distraction par la Chine de la responsabilité, mais qui est au fond légitime dans l'angoisse culturelle de la Chine de se dire comment va-t-on arriver à interdire quelque chose qui est fondamental. C'est un peu comme si nous, on nous interdisait des pratiques absolument d'un jour à l'autre. On disait vous ne mangez plus de steak ou de poisson. Tant que ce ne sera pas interdit, ça veut dire qu'il faudra s'attendre à peut-être même une multiplication des virus? Probablement, parce que, si vous voulez, à partir du moment où... l'hypothèse que je fais, c'est que les déforestations ont fait que les chauves-souris ont changé leur propre écologie, qu'elles se sont nourries d'arbres fruitiers, et que les capacités de proximité entre les grottes par le train, par la voiture, par les autoroutes, entre les grands marchés et les chauves-souris, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Toutes les épidémies ont besoin d'un responsable et ensuite d'un cheminement. La route de la soie, c'est la route de la chauve-souris en même temps, paradoxalement. Ou la route de la soie, c'est aussi l'exportation de tous les pangolins d'Afrique vers la Chine. Donc, en fait, c'est tout un écosystème mafieux qui fait que je vois mal comment on va pouvoir, avec des simples récriminations, arriver à bout. Et je comprends que la Chine soit très embarrassée, mais il faut travailler dessus pour en apporter la preuve. Moi, je fais des hypothèses. Je ne suis pas à Wuhan, je ne suis pas à Pékin, donc, mais ça me paraît la plus logique comme responsable. On parle beaucoup de la Chine, mais certains nous avancent aussi les marchés africains sur lesquels la viande de brousse... Oui, mais c'est pas la même chose. On n'est pas... Les marchés... Moi, au Laos, quand j'étais là-bas, et quand j'y suis encore récemment... Dans les petits marchés, on mange des chauves-souris, quelquefois un pangolin. J'en avais acheté un jour sur un marché. Donc, mais c'est aucune gravité. Un pangolin ne peut pas vous contaminer comme ça, ni 3 chauves-souris. Mais si vous en avez 500 qui sont entravés, qui urinent, il y a une masse de virus associés au pangolin qui fait que ça change absolument tout. C'est pas simplement une chauve-souris, c'est la masse même de ce marché qui est considérable. Mais on parle de milliards de dollars, on n'est pas simplement dans des marchés exotiques comme si on allait le dimanche, tiens, acheter une chauve-souris pour faire plaisir à ses enfants. C'est un marché fondamental, c'est un marché de base, si vous voulez. Et malheureusement, il est inaccessible aux chercheurs occidentaux. Et je vois mal comment on va pouvoir imposer, d'où l'importance de travailler nous, occidentaux, sur les marchés africains, océaniens, asiatiques, pour essayer de trouver la solution. Le manque de chercheurs sur ces sujets, ça a été un cri d'alarme que vous avez poussé il y a quelques semaines, notamment sur France Culture, qui a été très remarqué, très relayé, à propos du manque d'investissement dans la recherche. La direction de l'Institut Pasteur au Laos, que vous avez créé, a reçu
c'est ce que j'ai lu en tout cas, vous allez me le confirmer ou pas, la confirmation du renouvellement du poste de virologue qu'elle attendait depuis des mois. C'est votre coup de gueule, c'est votre cri d'alarme qui semble-t-il à payer. Non, pour moi, ça paraît évident que le bon sens visait que ce poste qui avait été retiré en novembre 2019, ce n'était pas le meilleur moment. Et donc très rapidement, le ministère des Affaires étrangères qui finançait le poste l'a remis. Donc c'est pas mon... Mais est-ce que vous y voyez quand même une prise de conscience des autorités? Oui, mais encore insuffisante, parce que je pense que c'est une chance fabuleuse d'avoir un Institut Pasteur au Laos, à quelques centaines de kilomètres de la Chine, qui est un lieu où on peut repérer l'émergence très rapidement, on peut être sur le terrain. Il y a tellement beaucoup de pays qui nous envient d'avoir ces instituts Pasteur. Et ils devraient avoir une puissance de feu, une puissance de moyens qui n'est pas celle que l'on accorde actuellement, où c'est un peu misérable, quelques personnes, mais c'est pas un institut, si vous voulez, qui a la capacité de faire des recherches fondamentales. Donc il faut une mobilisation internationale, c'est ce que vous nous dites? Oui, absolument. Beaucoup plus que ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup plus. Mais mobilisation internationale, c'est en demandant non pas donnez-nous la réponse dans 6 semaines. C'est un travail de fond. Pourquoi les chauves-souris hébergent autant de centaines de coronavirus? Et pourquoi ces coronavirus sont beaucoup plus présents maintenant dans les chauves-souris qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans? Qu'est-ce qui a changé l'écologie chauve-souris? Là, c'est des sciences humaines, l'écologie, les vétérinaires. Il faut travailler sur cette chaîne. Et pas simplement arriver au laboratoire pour dire quel est le génome qui, avec sa capacité de nuisance. Alors on parlait des origines, parlons aussi peut-être des traitements envisagés. Ça ne vous a pas échappé, énorme polémique sur l'hydroxychloroquine en France, qui semble close, non peut-être? Les études sont claires maintenant? Je crois. Enfin, il n'est pas impossible que certaines personnes, la chloroquine, puisse avoir un effet. Manifestement, ce n'est pas le traitement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de traitement. Il n'y en a pas. Et parce que, au fond, il y a très peu de traitements sur les virus. Le sida a mobilisé des ressources absolument fondamentales. La dengue, par exemple, qui tue beaucoup plus de gens dans le monde, en termes de centaines de milliers, il n'y a pas de traitement. La variole, il n'y a pas de traitement. Donc, il y a beaucoup de maladies virales pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Et donc, moi, je ne vois pas comment, dans les prochains mois, on va trouver un traitement. Alors, l'OMS salue une percée scientifique dans l'essai clinique de la dexaméthasone. Oui, mais ça, c'est pas une percée scientifique. Ça, c'est le traitement d'un choc immunologique, quand le malade a une réponse, qu'on appelle un orage immunologique. La cortisone, c'est le meilleur traitement, mais beaucoup de médecins l'ont utilisé depuis le mois de février-mars pour sauver les malades. Et je pense que ça a une efficacité chez certains malades, peut-être 1 sur 2 ou 1 sur 3, ce qui est considérable. Mais ce n'est pas le traitement du virus. C'est le traitement qui permet, au fond, à l'être humain de ne pas être dévasté par cette réponse excessive. Au fond, ce virus, il est tellement puissant chez certaines personnes qu'il va déclencher une réponse immunitaire tellement dévastatrice qu'elle va être au-delà de la destruction du virus en détruisant les cellules elles-mêmes. C'est presque de l'autodestruction, quoi. L'autodestruction. Et donc la cortisone, elle calme. Donc c'est normal. Et d'ailleurs, les médecins que j'ai rencontrés, très souvent depuis le mois de février-mars, utilisaient la cortisone chez certains malades et observaient effectivement des effets Donc bénéfiques. si je vous suis bien, assez peu d'espoir sur le traitement, un espoir sur le vaccin tout de même? Mais le vaccin... Il est très compliqué à faire ce vaccin parce que, vous voyez, au fond, cette réponse immunitaire excessive, si on vaccine les gens qui font des réponses immunitaires, donc le vaccin contre la dengue, qu'on avait essayé il y a 1 an et demi, on pensait qu'on avait trouvé le vaccin contre la dengue. On l'a essayé aux Philippines, il y a eu des morts parce que cette maladie fait que les anticorps contre le virus étaient plus destructeurs que le virus lui-même. Donc, il faut être patient, on ne va pas commencer à lancer des essais à 100 000 personnes. Ce n'est pas comme la poliomyélite où 500 000 enfants ont été vaccinés. Donc moi je crois qu'il ne faut pas espérer un vaccin avant fin 2021. Et ce n'est pas le vaccin qui va arrêter. La maladie virale va s'arrêter avant le vaccin. Et le problème, c'est que ça va être un problème. Parce qu'à ce moment-là, l'humanité va dire on n'a plus besoin puisque la maladie est arrêtée. C'est justement parce qu'on a fait cette erreur avec le SRAS 1 qui s'est arrêté tout seul, qu'on a dit, bon, alors passons à autre chose. Donc le problème, c'est de continuer à travailler, mais sans penser que la solution, c'est le vaccin.
Et l'appel est lancé. Merci infiniment, professeur Didier Sicard, de nous avoir éclairé ce soir sur ce virus si complexe. Fin de cette émission. Pour ALPL, on se retrouve lundi à 18h. En attendant, ce soir à 22h, j'aurai le plaisir de vous présenter en ce 18 juin un Monde en Doc spécial De Gaulle. Quelle est la véritable histoire du 18 juin 40? Qui sont les héritiers du gaullisme? Rendez-vous ce soir à 22h sur Public Sénat. Et puis demain matin, bonjour chez vous, 7h30, 9h, l'invité d'Oriane Mancini, Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Bonne soirée sur Public Sénat.